vu la série, on en a 3 sur 4. Mathéo, Jamal et Soprano qui nous rejoignent. J'ai l'impression que vous connaissez par cœur, les gars, depuis que je vous ai vu à la télévision. Asseyez-vous, asseyez-vous. Salut. Comment vous vous sentez après avoir vu cette série, messieurs? Alors, il faut leur poser la question parce qu'ils se sont jamais vus à la télé. Mathéo, alors, Jamal. C'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. Mathéo. Ça fait bizarre de se voir. Ça fait bizarre de voir sa vie racontée comme ça, et d'autant plus par ses amis. Donc on apprend des choses. Ce qui m'a marqué, c'est que on a tous vécu les mêmes choses, mais pas de la même manière. Et en fait, comme on s'en était jamais parlé, bah là on voit, lui il a réagi comme ça, lui il a pensé ça, moi j'ai pensé ça, et c'était assez intéressant. Qui a eu l'idée de départ de faire ce documentaire? Alors on a discuté tout à l'heure avec Céline qui est venue vers toi, mais comment ça s'est passé pour vous dans votre équipe, de votre côté? Eh ben, c'est celui qui n'est pas là. Voilà, mais qui un jour, il y a longtemps, il y a des années, il a toujours dit un jour il faudrait qu'on parle de notre histoire parce que quand même c'est fou d'être plombier, être devant un stade maintenant. Et il disait toujours ça, et il y avait une phrase que lui il n'aime pas en plus, que Jamal aime beaucoup dire, l'histoire est belle. Donc du coup on se disait que c'était bien, donc quand on en a parlé avec Céline, directement l'angle qui a plu à mes collègues, c'était justement de pouvoir axer sur ça. Jamal, c'est 30 ans de rap à Marseille que ça raconte cette histoire. Comment vous êtes rencontrés de ton point de vue, toi, Jamal? Alors je vois qu'on va tout le monde te regarder le film, j'en profite que tu sois là. C'est très rare qu'il parle, il faut profiter. J'étais à l'école avec Saïd et Mathieu, donc on se connaît depuis 1990-91, ouais. Donc c'est quasi 30 ans. À l'époque, je faisais du rap, j'ai fait ça aussi. Donc du coup, bon an mal an, j'ai traîné avec Saïd, et voilà, j'ai rappé avec lui. On a rencontré, enfin, je traînais aussi avec Mathéo parce que j'étais dans la classe de son petit frère. Et voilà, les connexions, on a traîné ensemble, on est parti, on mangeait des sandwichs, on allait au cinéma, on faisait de la musique. Il y avait ce rendez-vous sur le terrain de basket aussi, j'ai vu. Exactement, ouais. Ouais, c'est là où habitait Saïd, au Balustre. Moi j'habite un peu plus haut, et moi je joue beaucoup au basket. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, la culture rap, la culture hip-hop, elle n'était pas développée comme aujourd'hui. Donc les gens qui écoutaient du rap, c'était quand même un petit noyau de personnes, on se reconnaissait, on avait des codes entre nous, on s'habillait d'une certaine manière, donc on se regroupait, t'as écouté ça, t'as écouté ça, t'as écouté ça, et c'est vrai que dans son quartier, il y avait un DJ qui avait tous les derniers vinyles, et donc on allait chez lui pour écouter les nouveautés, etc. Et c'est là qu'on a commencé à monter le projet futur en se disant, bah, ça serait bien qu'on reste ensemble toute notre vie, donc il faut monter quelque chose de stable pour pouvoir en vivre et se développer, etc. C'est là où tu as développé un des talents qui fait que tous les garçons sont là aujourd'hui, c'est-à-dire que toi, tu as été l'homme rigoureux. J'ai été l'homme carré. Dans tous les sens du terme. Ça a commencé par une boîte à chaussures, donc c'était pas non plus. C'est génial, c'était pas non plus super rigoureux, mais c'est vrai on s'est tout de suite projeté dans le futur, en se disant bah, si on veut y arriver, il faut quand même construire quelque chose. Ouais. Et avant de construire des murs, il faut faire des fondations. Donc voilà, on s'est testé sur des petits CD, sur des petits trucs. Et ça nous a permis aussi de comprendre les modèles économiques, de comprendre une industrie, de comprendre ce que les gens attendaient, etc., etc. On a fait nos classes, on a fait nos écoles dans les petites échelles, ce qui nous a permis après de monter les étages, quoi. À quel moment les rôles se sont vraiment affinés? À quel moment chacun a pris la position qu'elle a aujourd'hui et qu'on peut découvrir dans ce documentaire? C'est au moment où tout le monde a décidé, toute l'équipe a décidé d'arrêter de travailler en fait.
Ça veut dire que quand Matteo, c'est le premier qui a dit bon, je quitte Foot Locker. Je quitte Foot Locker. Je t'ai grave bien payé. Ah, mais tu l'as dit 3 000 par mois, c'est super. Il a dû me détester au moment où il a vu que les premiers mois, c'était pas les mêmes salaires qu'il avait. Mais c'est à partir de là, parce qu'indirectement, on était obligé de tous se responsabiliser, parce que justement, on avait. C'est pas comme si on était fait d'adolescents, on commençait tous à avoir des appartements, il fallait payer le loyer, il fallait tous ces trucs-là. Donc on était obligé de commencer à se structurer et de prendre conscience qu'il va falloir affiner chaque rôle parce qu'on ne pouvait pas se marcher sur les pieds pour pouvoir avancer. Ouais. Donc directement à partir de là, c'est là où on s'est professionnalisé et on s'est un peu... voilà. Ouais, et puis ça a évolué aussi dans le temps, c'est-à-dire qu'au début... il y avait ceux qui étaient à l'artistique, il y avait ceux qui étaient au business, et puis après, dans l'artistique, il y a eu des spécificités, dans le business, il y a eu des spécificités. Moi, je suis très chiffres, vision, management. Je suis moins relationnel, alors que Jamal était... tout le monde aime Jamal, donc je me suis dit, bon, bah, si tout le monde t'aime, on va t'envoyer à chaque fois dans les problèmes, et puis tu vas les régler. Et puis du coup, bah, au début, il était là pour m'assister, et puis de plus en plus, il est devenu ce qu'on appelle le responsable des relations humaines chez nous. Il y a un problème, va le voir, prends un café avec lui, détends-le, aplanit la chose, et puis on passe à autre chose. Et puis Saïd, il a pu aussi se concentrer à sa carrière d'artiste, mais garder quand même une vision sur le business, et que sur des questions importantes, on se consulte, et c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui n'est pas tous les jours avec nous, et qui a un certain recul, et qui peut nous dire, moi les gars, je le sens pas, ou là, ouais, vous avez raison, vous devriez peut-être faire comme ça. Donc ça, au final, c'est très complémentaire, et c'est ce qui nous permet de... Quand il y en a un dans les 4 qui n'est pas d'accord, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit j'ai pas eu les bons arguments pour expliquer, ou soit c'est pas les bonnes personnes avec qui on doit travailler, et ça nous permet de faire moins d'erreurs que si moi je partais tout seul, peut-être baisser. Tu es en train de dire, Mathéo, que vous travaillez toujours à l'unanimité, si y en a un qui n'est pas d'accord, vous ne faites pas. Après, on écoute beaucoup les arguments. Ça veut dire que par exemple, si quelqu'un n'est pas d'accord, mais l'argument qui est en face, et surtout si c'est important pour faire avancer tout ce qu'on a, on va le faire. Parce qu'après, on croit à la flamme que la personne nous déclare à chaque fois pour défendre un projet ou une idée. Et on se dit, bon, si tu y crois, vas-y, on y va, on fonce. C'est comme ça. On peut dire que Matteo a quand même une force de persuasion plus. Si on n'y va pas, c'est qu'on est sûr de nous. C'est vrai que je leur pose pas souvent les questions parce qu'on se connaît par cœur et il y a des choses, je sais qu'ils vont me dire oui. Ouais. Mais quand j'hésite, je les consulte toujours, pas forcément tout le monde en même temps d'ailleurs, chacun, qu'est-ce que tu en penses, comment tu vois la chose. Et c'est vrai que très souvent, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute et c'est pas forcément une bonne décision, donc je fais marche arrière. Ce qui est super intéressant dans ce documentaire, c'est la manière dont on vit 30 ans du rap à Marseille. Tu parles du déclic à un moment de l'émission de télé, j'ai eu le même sur TF1 avec HIP, HOP. Est-ce qu'au fond, c'est ça qui change votre vie à tous les trois? C'est ce TF1 qui ose oui, indirectement, oui. Ouais. Parce que la première fois que nous, on voit... Moi, pourtant, comme je dis tout le temps, à chaque fois que je parle de cette anecdote, j'avais 5 ans. Ouais. Mes petits, je les regarde à 5 ans, ils se rappellent de quoi? Oui, mais bon, ils se rappellent de ça, en tout cas. Voilà, et ça veut dire vraiment que ça nous a marqué, que c'est un flash, et que c'est un moment important de ma vie. Comme Michael Jackson, je m'en rappelle alors que j'en avais 5. Ouais. Tu te dis, je me rappelle pas d'autre chose. Je me rappelle de ça. Je pense que c'est un déclic, pas que pour nous, pour beaucoup de cette génération, et encore plus... Et la génération un peu avant vous. Oui, surtout ceux qui étaient avant nous, parce qu'eux, ils comprenaient l'impact d'avoir ça à TF1, nous on ne comprenait pas. Moi je voyais un mec qui était habillé avec plein de couleurs, un noir avec la casquette, qui bougeait et qui faisait le robot. Mais c'est vrai que ceux qui étaient beaucoup plus grands, eux prenaient conscience de l'impact de ce qui se passait avec cette émission. On a discuté avec vos réalisateurs tout à l'heure qui disaient qu'en fait l'atmosphère du rap elle était moins clash à Marseille qu'elle ne l'était à Paris. Ça a fait un choc thermique quand vous êtes arrivé à Paris. Ton premier rendez-vous avec Bouno par exemple était plutôt sympa, Mathéo. En fait, quand tu dis ça tout à l'heure, c'est comme Marseille c'est petit. On n'a pas le temps de se clasher de loin, on est tout de suite à côté. Donc ça serait très très vite du pote. On ne peut pas se cacher à Marseille. Donc c'est vrai que c'est... Et puis c'est pas notre culture. Et après il y a eu un choc, et on l'a vécu même avec Saïd sur une montée à Paris où
on connaissait pas l'industrie. Et c'est vrai que les premiers pas dans l'industrie, les premières fois où on essaie de vendre nos CD, nos mixtapes, les premières fois où on essaie de rentrer à la radio, ben on était des petits Marseillais, pour nous tout était possible. Et on se retrouvait des fois face à des murs, face à des gens qui n'étaient pas forcément, qui connaissaient pas ce qu'on faisait, etc., etc. Et c'est vrai que de prime abord, comme pour nous tout va fonctionner, quand on nous dit non, ben, on s'est dit mais pourquoi non, en fait le truc ce qu'on fait c'est bien, pourquoi, et puis après on apprend le système. Et c'est vrai que le premier rendez-vous avec Bouno était assez... Est-ce que tu as hésité à lui mettre une droite? Non, quand même pas, je suis pas violent, mais maintenant j'en rigole, puisque voilà, 30 ans après, il est encore avec nous, il est encore partenaire, et aujourd'hui il me dit, mais de toute façon tu fais ce que tu veux, tu as toujours fait ce que tu veux, et puis je vais te suivre, tu vois. Mais c'est des relations qu'on a construites, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça démarre pas toujours de manière idéale, et puis après on prend le temps de se comprendre, on prend le temps de se parler, on prend le temps de voir les intérêts de chacun, et c'est ce qui nous fait avancer, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Si vous voulez poser, faites un petit signe, hein, si vous voulez poser des questions aux garçons. C'est une conversation qu'on essaye de faire. Bonjour, Damien de Damien Cinématique Universe. Ce que je l'ai trouvé intéressant dans le documentaire, c'est qu'on part de Saïd pour arriver à Soprano, et on n'a pas sorti la brosse à reluire, quoi. Voilà, c'est pas la gloire d'eux. Est-ce que ça c'était important pour vous, dès le départ, de faire un documentaire comme ça, qui n'était pas du fanservice, qui n'était pas de dire que Soprano c'est le meilleur, que ceci, que cela, et surtout de raconter les fondations qui ont fait Soprano? C'était le plus important. C'était le plus important parce que des documentaires sur Sopra ou des reportages sur Sopra, il y en a eu beaucoup, et c'était pas, et souvent nous, ils savent ma frustration, c'est que mon caractère prend plus de place que mon travail des fois. Ça veut dire, les gens, c'est plus Soprano, il est trop gentil, Soprano, il est poli. Mais personne ne sait comment je travaille derrière le studio, comment on travaille entre nous, comment on organise nos réunions, tous ces trucs-là. Et c'est vrai que c'était mon envie de montrer derrière plus que... ouais, oui, on sait, on a fait beaucoup d'interviews où on était là en train de parler de comment on a rempli des stades, ou même certaines douleurs que j'ai eues, on en a déjà fait, on en a déjà parlé. Je trouvais que c'était plus important de pouvoir expliquer, même socialement, comment 4 jeunes des quartiers nord de Marseille ont réussi à faire tout ça. Et en plus, là c'est la mode des séries et des artistes. Je suis content qu'on n'ait pas fait justement ça, parce que nous on voulait vraiment parler du fond du sujet, et c'est là où ils ont à peu près bien travaillé toute la réalisation et tout ça, c'était important pour nous. D'autres questions? Je crois que Jamal et Matteo, les font peur, ils sont un peu trop costauds. C'est ouais. Pas du tout. C'est depuis que je t'ai vu à la boxe, moi je fais super attention, je me suis mis très très loin de... Est-ce qu'il y avait des limites qu'il ne fallait pas dépasser dans ta tête, Sopra, sur ce que tu avais envie de raconter? Alors là, ce que tu viens de dire, il y a une personne qui est dans la salle, là, elle a dit tiens. Parce que, comme on dit souvent... Céline. Ouais, direct, parce qu'en fait, moi, il y a des sujets que... je suis très pudique. Je suis très 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 pudique. Donc il y a des trucs que je veux garder. Pour moi, c'est important. Je veux pas que je suis pas dans le star system de tout montrer, de tout. C'est pourquoi j'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman, parce que justement, il a ce truc-là de pouvoir préserver un truc au moins pour lui. Mathéo, toujours, c'est quoi ta phrase quand tu dis il y a des moments, il y a des trucs qu'il faut garder pour nous. Tu as une phrase qui dit ça, c'est que on peut pas tout donner aux gens. Il faut que nous aussi, on puisse avoir notre moment à nous. Et c'était le truc où j'avais mis plein d'avocats autour de moi, psychologiques, pour pouvoir... qui a compliqué beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on est content. Ouais, et puis surtout, il faut que ça ait un intérêt pour la série. C'est-à-dire que tout montrer, juste pour le montrer, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que c'est ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans la série, c'est que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on montre, ça sert le propos, ça construit... un petit peu notre manière de penser, de comment on a grandi, etc., etc. Et ça a été fait de manière plutôt intelligente, au lieu de tout montrer et d'aller un peu dans la surenchère
pour appâter les gens, pour leur dire regardez, il y a ça dans le documentaire, il y a ça, il a montré pour la première fois. Et c'était pas du tout le but du jeu. Le but du jeu, c'était vraiment de montrer de là d'où on vient, jusque là où on est aujourd'hui, comment on s'est construit, dans le bien, dans le mal, et comment surtout on a fait tout ça en restant soudés, parce que c'est le truc qui est intéressant, c'est la gloire, le succès, tout ça, tout le monde plus ou moins peut l'avoir, mais ce qui fait qu'aujourd'hui on en est fier, c'est qu'on l'a fait ensemble, quoi. Question. Merci. Bonjour Audrey, je travaille pour le journal L'Actu. Je voulais savoir chacun, quand vous avez vu la série finie, le moment qui vous a le plus touché, ou est-ce qu'il y a un truc... Ah, Pas de question, ça. Oui, mais je pense que... On n'en parlera pas. Oui. Moi, quand j'ai vu pleurer Zidane, je me suis dit... Le moment Zidane nous a un peu marqué. Parce que de un, il faut bien préciser, il ne fait jamais d'interview comme ça. Donc déjà, qu'il ait dit oui, on était surpris. Qu'il ait dit tout ce qu'il ait dit. C'est la première fois qu'on voit Yazid, en fait. Ça veut dire qu'on aurait pu croire que c'est Zidane, le meilleur joueur de tous les temps qui arrive. Mais en fait, on a vu Yazid qui est en train de parler que notre histoire, en fait, il la comprend à 1 milliard de pourcents parce qu'il vient de là où on a grandi. Nous, on a grandi avec la légende Zidane dans nos quartiers parce qu'il était du quartier d'à côté. On ne le connaissait pas, mais c'était une légende. Mais pas parce qu'il passait à la télé ou parce qu'il gagnait la Coupe du Monde, parce qu'il mettait des crochets extraordinaires au quartier. Il faut bien le capter, ça. C'est une légende pour nous. Du coup, le fait de le voir parler, je me rappelle de ma réaction, je me rappelle, parce qu'eux, ils ne voulaient pas nous montrer. Et pendant qu'il parlait, je me rappelle, j'ai regardé, ma tête, elle a fait ça. Parce que je me suis dit, les gens ne sont pas conscients du poids et de l'impact de tout ce qu'il vient de dire dans le reportage. Et ça m'a grave touché, parce que je ne savais pas qu'il pensait tout ça. Et c'est un moment que ça nous a touché. Après, c'est vrai aussi les moments où... Parce qu'on ne parle pas entre nous de ça, mais les moments où on a perdu nos proches, c'est des moments qui sont grave touchants. Et les moments de fierté qu'on a vus sur les personnes qui parlent de nous. Ça, c'est... Quand il y a notre prof, il y a un de nos profs qui parle, ou même notre ancien propriétaire de... Monsieur Sarfati, quand lui il parle, tu sais, moi dans ma vie j'ai parlé 3 fois dans ma vie avec lui. Donc le fait de le voir dans le doc et de le voir parler, de nous dire j'ai vu un mec arriver avec un crunch-up, il me parle de rap. Moi, tu vois, ça me fait un peu bizarre, tu vois. Donc c'est des moments un peu touchants, mais qui sont réels et vrais. Pour ça. Mais c'est assez beau parce que vous avez eu plein d'anges gardiens et on les voit. Tu sais, de ta maîtresse, de ta petite maîtresse d'école qui vous apprend la poésie, les chansons de Francis Cabrel, avec Monsieur Sarfati avec qui tu signes, etc. Jusqu'à Zinedine Zidane, quoi. Mais il y a tous ces anges gardiens qui sont présents aussi, ouais, dans le... C'est vrai. C'est vrai. Bah, on a croisé des gens qui nous ont fait confiance de manière purement irrationnelle en disant bon, bah, ok, vous avez l'air bien, j'y vais avec vous, et ça s'est souvent passé comme ça. Et ça, on s'est construit comme ça d'une personne qui nous amène à un autre, qui nous amène à une autre, qui nous amène à une autre, sans que la relation avec cette personne se dégrade par la suite, en restant toujours sur les mêmes notions de respect, voilà, d'entraide, d'honnêteté, etc., etc. Et c'est vrai qu'on a eu un parcours, on ne peut pas dire on s'est fait tout seul, personne ne nous a aidés. Si, on a été aidés par plein de gens, des fois sur des petits détails, sur des petits moments où on a besoin à ce moment-là d'une personne, puis il y a quelqu'un qui apparaît. Et c'est vrai que c'est ce qui fait que notre fondation, enfin, nos fondations, elles sont solides, parce que tous ces gens-là, quand on les a appelés pour la série, ils ont tout de suite dit oui, ah oui, je veux en être, je fais partie de l'histoire aussi, et c'était intéressant. On a une question dans la Thibault ici, le Progrès. Justement, vous avez un peu répondu. Il y a des images d'archives que les réalisateurs et les réalisatrices sont allés chercher loin. Comment vous avez réagi la première fois que vous avez vu ces images et aussi les souvenirs que ça a fait remonter? Moi, le concours de danse de Soprano, j'ai adoré. Je pense que c'était un des moments préférés de la série. Je pense pas avec... Je pense pas qu'il était capable de ça, tu vois. Il est assez souple quand même dans la démarche. Avec Zidane qui rentre dans les vestiaires et le passage de Saïd qui break, c'est quand même grandiose. Je pense que vous vous rendez pas compte, mais c'est un grand moment.
Enfin, il t'a coûté cher ce concours quand même. Mais attends, je tenais à préciser que moi j'étais super content de le voir. Parce que tout le monde me prenait pour un mytho, je ne savais pas que c'était filmé la première fois. Il y a beaucoup d'archives à préciser. Je pensais que tu mentais quand tu racontais ça. Oui, je dis depuis des années que j'ai gagné un concours de danse, tout le monde se fout de ma gueule. Je ne savais même pas que c'était filmé, je ne savais pas que ces images existaient, jusqu'au moment où je vois le docu, là je fais... Où vous avez trouvé ça? Et chaque fois, en fait, ils nous ont fait beaucoup de surprises, parce qu'à chaque fois, ils sont partis trouver des vidéos que nous, on n'a jamais vues, qu'on n'était même pas au courant que ça existait. Donc c'est vrai que les archives, pour nous, à chaque fois qu'on en voyait une, on était mort de rire, parce qu'on disait, mais depuis quand il y a eu cette caméra? Où? Qui nous a filmé? Et pour revenir un peu dans le sérieux, du profondeur, j'étais super content parce que je leur ai fermé la grande gueule. On voit bien que je prends le poste et qu'on me dit que j'ai gagné. Merci beaucoup. Le poste que tu as gardé jusqu'au balustre d'ailleurs. Ce poste, c'est avec ce poste-là qu'on a fait de premières répétitions. On a enregistré, on prenait 2 cassettes, une où on passait la musique, une où il y avait le micro, l'autre qui appuyait sur REC. Et c'est comme ça qu'on a fait nos premières maquettes grâce à ce poste. Donc merci la danse bizarre que j'avais. C'était vraiment un concours de gesticulation, pas vraiment de danse. C'était plutôt un concours de gesticulation harmonique. C'est vraiment pas... Je suis vexé, mais bon, c'est pas grave pour encore. Bonjour, Marc, je suis venu pour Chérie FM. J'aurais le plaisir de vous voir, d'ailleurs, j'ouvrir le bal avec vous. Donc voilà, c'est ce que je disais juste avant. J'ai passé un super moment, vraiment. Comme si j'avais des nouveaux copains maintenant, donc c'est cool. Ne me racontez pas, c'est Salut. Ne me racontez pas les 2 derniers épisodes, je ne les ai pas vus, donc voilà, merci de ne pas spoiler. En revanche, la question que je me posais, de façon un peu comme ça, un peu naïvement, mais est-ce que vous rencontrez dans votre quotidien des petits Saïd qui ne connaissent peut-être pas votre histoire et qui ont peut-être des copains aussi et qui font peut-être aujourd'hui en 2022, avec évidemment la technologie qui est la nôtre, est-ce qu'ils vous sollicitent? Et quelle est votre réaction justement aujourd'hui sur ce regard que ces enfants portent sur votre parcours et sur votre talent? En fait, c'est une des raisons pour laquelle on a fait cette série. C'est que nous, quand on a commencé, on a été influencé par les États-Unis, par les rappeurs américains, et notamment par Jay-Z pour toute sa vision business, etc. etc. Et on s'est dit, au bout d'un moment donné, en discutant avec Mej, qu'il fallait qu'on raconte notre histoire, c'est aussi pour toutes ces nouvelles générations, comme vous dites, de petits Saïd, de petits Mathéo, de petits Jamal, de leur dire il n'y a pas que les Américains qui en sont capables, on peut le faire aussi en France, avec nos codes, avec nos histoires, avec nos quartiers, sans extrapoler, sans tomber dans le super success story, etc., sans mentir, parce que c'est vrai qu'on a eu du succès, mais on n'a pas eu que ça. C'est vrai qu'on a du succès, mais ça implique beaucoup de travail, etc., derrière. Après, oui, on en croise, on est sollicité, pas forcément que dans la musique. Nous, aujourd'hui, on est des entrepreneurs, on en fait beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup de jeunes entrepreneurs qui viennent me voir. Je veux que tu sois mon mentor, je veux que tu me donnes plein de conseils. Donc je dis, bon, le temps n'est pas extensible. Mais je prends toujours le temps de discuter parce que quand on a commencé, une fois, je suis allé à Paris dans un magasin déposer des CD. Et le mec m'avait snobé, mais monumentalement. Et quand je suis rentré dans le train, je me rappelle comme si c'était hier, je me suis dit, quand je serai en haut, jamais je snobberai un petit, parce que ce sera peut-être le prochain Mathéo. Et on ne sait jamais quand moi je vais le couler. C'est peut-être lui qui va m'aider à remonter la pente. Donc c'est vrai qu'on en croise, et c'est aussi à force d'en croiser qu'on s'est dit, il faut que dans cette série-là, il y ait plus de fond que de forme, parce qu'au final, c'est ça qui est important. On ne peut pas parler à tout le monde tous les jours, mais par contre, la série, tout le monde peut la regarder. Et donc, à travers ce qu'on va donner comme valeur, comme principe, comme histoire, comme honnêteté dans nos propos, ça peut inspirer, ça peut donner la force, ça peut donner l'envie d'aller un petit peu plus loin. Ah, j'ai cool le bec. Jamal, tu t'es approché du micro, tu voulais rajouter quelque chose? Non, il a tout dit. On t'écoute. Que puis-je rajouter après maintenant? Non, mais il y a cette scène assez marrante, mais il manque Mej, c'est lui qui dit, il y a un type à Paris qui lui dit c'est nul ou je sais pas quoi. C'était lui. Et en fait, il lui a dit le rap marseillais, ça finit dans un quart d'heure, dépêchez-vous. Et donc, c'est marrant. Mais après, je le comprends aujourd'hui parce qu'après, quand on a du succès, c'est facile de tomber dans l'arrogance. Parce qu'on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, on est au carrefour de la réussite.
Mais sauf que tout ce qui monte redescend, c'est une loi métaphysique, et qu'il faut garder justement ce recul de se dire ce que j'ai fait, ce que j'ai appris, je peux le transmettre, et c'est ça aussi qui va permettre de perdurer. Il y a un truc qui se passe, c'est quoi, 2021, vous êtes tous fatigués, vous manquez de splitter en fait quasiment, c'est ce qui est... 2019. 19, pardon. Comment vous avez réussi à rattraper le coup et pourquoi vous avez manqué je sais pas, de vous séparer? Séparer, ça fait pas partie du... Ça nous a jamais traversé l'esprit. C'est surtout que on avait presque l'envie d'arrêter. Ça, c'est un problème. Et d'arrêter, toi arrêter ton métier, vous trois arrêter En fait, moi, mon métier l'arrêter, je pense que jamais j'arrêterai. C'est pas... Mais on s'est dit, là, on est fatigué. Là, on est fatigué, on va trop loin, on travaille trop. J'ai terminé la tournée 2019 presque avec un burn-out. Mathéo, il a déjà vécu un burn-out, fatigué, allongé dans la maison, il m'appelle, dos bloqué, c'est mort. Tu vois, et là, on s'est dit, on est en train de passer à côté de quelque chose. L'essentiel, c'est quelque chose qu'on oublie. Et du coup, à partir de là, c'est là où on s'est dit, il va falloir tout recentrer sur ce qui est vraiment important. Et on a tout réorganisé un peu, parce que la première victime, justement, bon, il n'était pas là, c'est Mej. Lui, carrément, en pleine tournée, il a dit, bon, c'est fini, j'arrête, je suis fatigué, j'en peux plus. Lui, dans sa tête, il s'est dit, on court derrière quoi, pourquoi? Il se posait des questions des mecs qui commencent à arriver, il a 45, il était là, il se posait beaucoup de questions, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que j'ai laissé, toutes ces questions-là qu'on se pose à un moment de sa vie. Et lui, il a splitté, lui c'est le premier. Et là, c'était une alarme, il a sonné l'alarme pour nous tous. On s'est dit, à un moment donné, oui, notre métier est magnifique, oui, on est ensemble, il y a tout ça, oui, on arrive à faire de belles choses. Mais l'essentiel, ça veut dire de pouvoir profiter de ses proches, profiter nous-mêmes, et de pouvoir profiter du chemin. Parce que souvent, on ne se concentre que sur le but. Mais la vérité, le vrai bonheur, c'est le chemin, quoi. Et on n'a pas beaucoup profité. Jamel, comment tu parles à tout le monde? Il paraît que c'est toi le sage, enfin il paraît. Non, je parle pas à tout le monde. Enfin, non, mais comment tu parles à tout le monde, aux copains, aux trois copains, quand on est dans une situation... Pour le coup, pour avoir vécu toutes les tournées avec Sopra, parce que je m'occupais du merchandising, on avait enchaîné 3 grosses tournées. En l'occurrence, la dernière qui était le Phoenix. Et une fois, je suis parti voir Saïd dans sa chambre, je lui ai dit, je crois que ça commence, l'équipe est fatiguée, et j'en parle à Mathéo le lundi quand on rentre, juste avant qu'on termine la tournée en décembre. Et je pense que Saïd avait prévu déjà de faire une pause, déjà dans la musique, même pour nous, et ce qui a facilité la chose, c'était le Covid aussi. Ah oui. Ça a remis les choses à l'heure. Je pense que ça a été la seule chose positive du Covid, parce que bon, après ça a quand même fait de gros dégâts, mais je pense que nous, le Covid, ça nous a permis de nous retrouver entre nous, de nous recentrer sur l'essentiel, et voilà. Mais après, j'ai eu une discussion moi avec Saïd sur la tournée, c'était à Caen exactement, et le lendemain, j'ai eu Mathéo. Donc, c'est là qu'on s'est posé, qu'on a réfléchi sur ce qu'on allait faire dans le futur. Parce que bon, on ne pouvait pas continuer sur un rythme effréné. Si c'était pour faire comme d'autres stars américaines ou européennes qui ont craqué, donc c'était pas le but. On n'a pas fait tout ça pour ça. Non, et puis surtout, on est arrivé à un moment où il y avait plus de contraintes que de plaisir. Il y avait pratiquement que des contraintes, il faut enchaîner, il faut là. Et après, moi, il y avait du succès. Donc je me dis, on va pas arrêter la machine. Et j'ai dit, les gars, c'est tellement dur à avoir du succès que... C'était toi le contre-pouvoir dans tout ça? En fait, ce qui s'est passé sur cette tournée-là, c'est que moi, j'étais plus sur les concerts. Donc au quotidien, je voyais pas ce qui se tramait. Et comme on a une capacité de résistance très forte, d'encaisser, d'enchaîner, etc., etc., bah, pour moi, ça roulait, ça tournait, etc., etc. Et puis, petit à petit, la fatigue, en tournée, on vit dans des tourbus. Tourbus, c'est quand même des cages où on dort dedans, etc. C'est pas très glamour, c'est pas très confortable. Alors c'est sympa 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais au bout de 15 mois, plus personne en peut plus. On n'a plus 22 ans.
On a 40 ans, on a des enfants, on veut dormir dans des lits au chaud, boire un café. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est retrouvé victime de notre capacité à enchaîner sur le succès et qu'on est arrivé au bord de la rupture et que le Covid est arrivé à un point nommé pour nous parce qu'on était obligé de s'arrêter. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est le piège d'être son propre patron, c'est-à-dire que d'un côté, on a la fatigue, de l'autre côté, on a les employés, les sociétés, les traites à faire passer, voilà, on est responsable de beaucoup de choses. Donc le curseur, il est toujours compliqué entre ce dont nous, on a besoin et ce dont l'organisation a besoin pour fonctionner. Et donc, l'envie aussi. Et après, il y a l'envie. Quand on a fait 3 fois disque de diamant, quand on a fait tous les Zéniths de France, quand on a fait les stades, et souvent on se dit, mais après on va faire quoi? On va faire un concert sur la Lune, on va pas faire... voilà, à un moment donné, on arrive au plafond. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on fait différemment? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et c'est vrai qu'on arrive à la quarantaine, donc forcément on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire. On est à la moitié du chemin. Est-ce qu'on continue comme ça? Il y a l'âge qui arrive, il y a les enfants qui grandissent. Et du coup, on n'est plus dans la même position que quand on était des adolescents. Viens, on y va, ouais, Tour de France, ouais, let's go, Non, à un moment donné, les choses évoluent et on ne s'en rend pas tout de suite compte. C'est ça la bonne question. Comment on a retrouvé la petite flamme? La petite flamme, c'est le fait qu'ils soient toujours là, justement, tous, et qu'on puisse justement avoir ces conversations-là qu'on a eues, justement. C'est vachement cool le recul que vous avez sur vous, je trouve. Mais en la fait, lucidité, voilà le mot que j'ai cherché. Heureusement, en fait, tu sais, la puissance, justement, c'est que quand il y en a un qui est en baisse de régime, il y en a toujours au moins 1 sur 4 qui a quand même un peu plus de jus. Donc, du coup, on s'appuie sur celui qui a un peu plus de jus. Et ça nous permet justement d'entretenir et de garder cette flamme. Parce que des fois, cette flamme, on l'éparpillait un peu partout. Et du coup, elle n'éclairait rien du tout. Parce qu'en fait, on prenait un bout là-bas, un bout là-bas, un bout là-bas, un bout là-bas. Et du coup, on n'éclairait rien du tout. Parce que la flamme, elle était plus petite à chaque fois. Donc, c'était important de pouvoir recentrer et de pouvoir nous-mêmes se poser les bonnes questions. Et le fait de pouvoir se poser les bonnes questions, on a été un certain feu qui nous servait à rien. Et on a rallumé et entretenu celles qui nous servaient vraiment, qui nous donnaient envie. Et c'est ce truc-là qu'on essaie d'entretenir tous les jours. Parce que, par exemple, avec Mathéo, tous les jours le matin, 9h, lundi, tous les lundis, réunion, on voit 10 minutes tout le programme de la semaine. Et après, c'est que du dépassement, on parle que de dépassement personnel et de la vie, voilà, de tout ça. Mais c'est vrai que c'est aussi ce qui est compliqué dans le succès, c'est qu'on est sursollicité par beaucoup plus de gens que quand on essaie d'être connu. Une fois qu'on y est arrivé, est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez faire ça? Il y a les interviews, il y a les concerts, il y a les gens, il y a les associations, etc. Et on essaie de faire un maximum, mais d'un autre côté, on est arrivé à un niveau où on s'oubliait nous. Sauf que si nous, on n'a pas de jus, derrière, on peut pas en donner aux gens. Et qu'à un moment donné, on s'est dit, on se recentre sur nous, parce que sinon, on n'est pas en forme, on ne pourra pas donner d'énergie aux gens. Donc, on a pris plus de temps d'aller chez Jamal, voilà, le soir, je vais manger, prends les enfants, on va voir un match de foot. Ça faisait 3 ans qu'on ne l'avait plus fait. On a revoyagé ensemble, tous les 4, allez, venez, on va à Milan, venez, on va à Genève. Est-ce que vous êtes reparti à New York, comme quand vous étiez petit? On doit le faire cet été, là, en mois de juillet. Justement, on s'est dit, vas-y, on retourne à New York. C'est revenir aux sources. Parce que c'est vrai que quand on réussit, qu'on va très haut, on perd un peu ce contact avec les basiques. Et en fait, c'est ces basiques-là qui nous permettent de durer sur la longueur. Et c'est vrai que ça nous a permis de revenir un peu, voilà, à discuter avec Saïd. Alors, tu vois quoi, t'as un truc, tu sens comment? Moi, je vois ça, moi, je ressens ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on est ensemble depuis tellement longtemps qu'il ne peut plus y avoir de rupture. Enfin, moi, je me suis pris la tête avec Mej plein de fois. Je dis, mais tu vas faire quoi? Je dis, c'est moi qui vais t'enterrer ou c'est toi qui vas m'enterrer? Donc, on peut se disputer pendant 107 ans, mais viens, on trouve une solution. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça fait tout redescendre. Et ça nous permet d'avancer, ça nous permet de mieux nous comprendre. Des frères, là. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai un petit frère, mais voilà, mes 3 frères de cœur, c'est Jamal, Mej et Saïd. Et qu'à un moment donné, l'histoire est allée trop loin pour qu'elle s'arrête. C'est-à-dire que c'est jusqu'au bout. Et c'est pour ça que ça s'appelle La vie à la mort, d'ailleurs. Mais l'histoire, elle est jusqu'au bout et on doit faire avec. C'est-à-dire que demain, Saïd, il va avoir sa vision des choses. Jamal, il va avoir sa vision des choses. Moi, j'ai la mienne, Mej, il a la sienne.
On doit se comprendre et on doit faire avec. Et on sait très bien que quand tous les quatre on est d'accord, ça fonctionne. Ça, c'est le 15 juin sur Disney+. Une dernière question avant qu'on les laisse un peu tranquilles, les garçons. J'ai peut-être juste une question sur le côté entreprise dont vous parliez là. OmniPro aujourd'hui, c'est quoi en fait? Vous gérez des artistes, etc. Vous faites quoi? Alors, OmniPro aujourd'hui, c'est une société de management, d'artistes, de sportifs aussi. Et après, on a développé des activités que mon ami Soprano m'a laissé développer pour que je puisse m'amuser, parce que la musique me fatiguait un peu. Et on a développé des activités mobilières. Là, je suis en train de lancer une marque d'hôtellerie, par exemple, des choses qui n'ont rien à voir, mais qu'on fait avec les valeurs qu'on a eues dans la musique. Et toujours pareil, pour faire travailler des gens, des petits frères, des petites sœurs qui poussent derrière, qui ont besoin de travailler, qui ont du talent, qui ont des compétences. Et voilà, on a plein de projets dans les tuyaux et on essaie de développer ça, de faire. Aujourd'hui, c'est une structure de 25 personnes. Voilà, mon ami Jamal. Chez Monsieur Sarfati, en revanche. Non, mais il nous a bien appris à gérer des SCI. Lui, il était très calé en gestion immobilière. Il m'a donné 2-3 bons tuyaux. Et puis, comme avec Jamal, on aime bien le design, ben aujourd'hui, on achète des immeubles, on crée des lieux à la manière dont les affinités qu'on a. Et là, Saïd avait envie de faire du cinéma, donc on développe des projets dans le cinéma aussi. Voilà, c'est vraiment OmniPro tel qu'on l'a créé à la base, c'est un outil d'épanouissement. Voilà, on a créé ça pour pouvoir s'épanouir, pour que tous les gens qui rentrent puissent s'épanouir aussi. Et c'est pas facile tous les jours, ça, je vais pas mentir. Des fois, ça ressemble à un asile de fous, mais en tout cas, c'est intéressant et ça nous permet de ne pas tourner en rond et de ne pas s'ennuyer à faire tout le temps la même chose. Je peux poser une dernière question? Merci. Oui. Je voulais savoir, comme il y avait beaucoup de pudeur dans cette histoire, est-ce qu'en regardant la série, vous avez même appris chacun des choses les uns sur les autres? Oui, c'est la première chose que je disais tout à l'heure, c'est que il y a des sujets où par pudeur, justement, on n'en parle pas. Par exemple, le décès de certains de nos proches. Et c'est vrai que quand c'est en regardant le documentaire que j'étais là, je fais ah ouais, lui il le voyait de cette manière, il l'a vécu de telle ou telle manière. Et ça c'était intéressant, même si au fond de nous on savait un peu que tout le monde le vivait de telle ou telle manière, mais on ne se l'était jamais dit. Et là, le fait qu'on en parle, parce que justement ils nous ont posé les bonnes questions, parce que pour nous sortir certaines choses, c'est dur. Et bien, du coup, c'était super cool de pouvoir découvrir comment certains ont vécu telle ou telle situation dans notre parcours. Surtout sur des choses très personnelles, quoi. Oui, très personnelles. En fait, c'est pas qu'on a appris des choses, c'est qu'on les a entendues. Voilà, et c'est vrai que on sait entre nous, on sait, pas besoin de se parler, mais c'est vrai que de l'entendre, bah, c'est touchant, quoi. Gamin. J'ai rien à rajouter. En fait, c'est plus facile de parler à un intermédiaire que parfois. C'est la psychanalyse, c'est plus facile parce que quelqu'un qu'on connaît pas, on peut tout dire et il n'y a pas d'enjeu relationnel en fait. Ouais, en sachant que les autres vont voir quoi. Du coup, Oui, mais t'inquiète pas, et ça, il y en a certaines de l'équipe qui m'ont. Il y a beaucoup de sujets qu'on a mis des cadenas. Ouais. C'est parce que justement, peut-être parce qu'on est moins prêt ou parce que peut-être tout simplement on veut le garder pour nous. Pas tant que ça, pas tant que ça. Non, pas beaucoup. On les a amenés d'une autre manière. Voilà, c'est ça. On va dire c'est le fait que ça soit raconté par d'autres personnes, bah, du coup, on garde une pudeur, mais les choses sont quand même exposées. Ils ont été bienveillants. Une question là-bas. Je profite, ils sont partis. Oui, bonjour à tous, Jérémy Balouka. J'ai une question, c'est une question qui me turlupine, comme vous avez parlé où je parlais de direction, d'entreprise, on parle encore de rap, mais plus totalement, on dit que c'est difficile de construire, mais facile de détruire, mais est-ce que vous avez peur de perdre, par exemple, aussi tout ce que vous avez eu, avec tout ce que vous avez gagné avec le rap, comment ça grandit et tout, il n'y a pas une petite peur de perdre un peu tout ce que vous avez construit finalement? Non, parce que justement, c'est le rap qui nous a appris ça. Ça veut dire, tu sais, avant que ça s'appelle OmniPro, on s'appelait Street Skills. Street Skills, ça veut dire technique de rue.
tout ce qu'on a monté, ça vient des bases que le hip-hop nous a inculquées. Ça veut dire, on a vu Jay-Z faire ça, on a vu Akhenaton faire ça. Donc c'est parti de là qui nous a aidés. Les textes de rap, surtout au début des années 90-2000, c'était justement beaucoup de textes sociaux. Et nous, ce qu'on fait, c'est l'acheminement de tout ce qui a été dit dans ces textes sociaux. Ça veut dire toujours à se plaindre, l'État ne fait rien pour les jeunes des quartiers. Ben nous, on s'est dit, ben nous, on va faire pour nous. On s'est construit nous-mêmes, on s'est formé chacun, on a essayé jusqu'à arriver aujourd'hui à nous appeler Only Pro. Tout ça, c'est l'enseignement que le fond du rap nous a un peu offert. Et ce qui est important, nous on le voit, parce que par exemple, il y a plein de choses, plein de gens ne savent pas, la plupart des albums rap qui sont sortis, c'est nous qu'on fait la promo. Mais non, on n'est pas tous les jours en train de dire que l'album de Gazo, c'est nous qu'on fait la promo. On n'est pas sur ça. Mais ça fait partie de notre culture. Par exemple, on est passé de construire des CD, parce qu'au début, c'est nous-mêmes, on le voit dans le reportage, excusez-moi, pas le reportage, dans le documentaire, on voit que nous-mêmes, on colle nos CD. C'est déjà ça, c'est déjà un côté déjà entrepreneur déjà, parce qu'on allait dans les snacks, on posait des CD, on négociait les prix, on revendait les trucs. À un moment donné, on s'est dit bon, à un moment donné, comment on peut faire pour s'exporter en France? On est toujours dans la région PACA. On a monté une distribution. On est parti, on a travaillé avec nos amis du Havre qui s'appelle Dean Record, avec d'autres mecs du 78. On a monté carrément une distribution comme Sony a une distribution. On avait employé des mecs qui allaient dans toutes les FNAC de France en voiture et qui posaient les CD. Mais nous, au début, on s'est dit, on va poser dans les magasins, allez, 1000, 5000, 10 000 CD. Et quand les magasins ils te disent, on en prend 10, tu es là, tu te dis, ah ouais. Donc du coup, tout ça, on l'a appris via le rap. Donc ça ne peut pas construire. Justement, tant qu'on est là, le rap est là. Parce qu'on est les... Ouais, et puis surtout, la grande force qu'on a, c'est qu'on a les deux cultures. C'est-à-dire qu'on a la culture de la débrouille, parce qu'on a commencé comme ça. Et après, quand le jeu est devenu... qu'on était au niveau, on a appris, on s'est formé. Et du coup, aujourd'hui, je peux parler à un rappeur. Mon rendez-vous d'après, c'est un banquier pour acheter un immeuble. Mon rendez-vous d'après, c'est le marketing du lancement d'un nouvel hôtel. Et ça nous permet de slider dans plusieurs mondes. Et justement, parce qu'on n'a pas renié notre culture de base et qu'on a été aussi pas fermé d'apprendre de nouvelles cultures. Et du coup, quand je vois des mecs d'école de commerce qui sortent devant moi, j'ai toujours un temps d'avance parce que j'ai la débrouillardise dans la tête et je dis, non, si tu vas là, lui, il va pas être content. Toi, tu penses que lui, il va travailler parce que tu le payes, mais comme tu le valorises pas, il va pas travailler, il va te planter. Si lui, il te plante, ton projet, il plante. Et tu vois, donc, quelque part, et le fait qu'on l'a déjà fait une fois, tu te dis, même si demain tout tombe, ce qui est très probable, on pourra le reconstruire. Parce que le chemin, on l'a fait, l'expérience, on l'a acquise, et du coup, ça nous permet d'avoir cette confiance de... ce qui est important, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est le chemin, en fait. Demain, tu peux amasser des centaines de millions, si tu as juste gratté un ticket et que ça est tombé comme ça, tu vas rien en retirer. Alors que si tu les as amassés, mais en prenant des gens avec toi sur le chemin, en faisant grossir tes équipes, en apprenant des choses aux gens autour de toi, en rendant les gens autour de toi meilleurs, ce qui fait que la force qu'on a aujourd'hui, c'est pas qu'on a vendu des disques et qu'on a fait des concerts, c'est qu'on l'a fait ensemble. Et qu'aujourd'hui, j'ai vu grandir Saïd, j'ai vu grandir Jamal, ils m'ont vu grandir. Aujourd'hui, il y a ses petits frères, sa petite sœur, il y a des cousins, il y a Coster qui fait la sécurité, qu'on a vu grandir, qui aujourd'hui, il nous gère ça parfaitement, etc. Et c'est ça qui fait la force. Et du coup, ça nous donne une confiance où on se dit, la culture du rap, la culture de la débrouille, elle fait partie de notre fondation. Donc du coup, elle s'en ira jamais, puisque tout est construit là-dessus. J'ai même une anecdote par rapport à comment c'est fait la série. C'est que la première fois que je regarde les 2 premiers épisodes, j'étais tout seul, je crois, parce que lui, il l'avait vu avant sans les effets sonores et tout. Je suis resté comme ça sur le fauteuil. Les autres m'ont dit, alors c'est bien? J'ai rien dit. Je suis arrivé dans la voiture, j'ai dit, les gars, c'est de la merde.
J'ai dit, on a un gros problème, et tout. Ils comprenaient pas, j'arrivais pas à exprimer le truc. C'est pas qu'ils n'avaient pas fait un bon travail, au contraire. Mais c'est parce que on commençait pas avec une bonne musique. Donc on s'est cassé la tête pour mettre un morceau de rap qui commence direct, parce que ça c'est nous. C'était trop important de pouvoir montrer que ça c'est nous, parce que c'est à partir de là qu'on a fait tout ça. C'est parce que l'amour qu'on avait pour le rap a fait ce lien qu'on a. L'amour qu'a fait que du rap a amené à qu'on soit devant vous tous aujourd'hui et qu'on puisse aller faire des concerts dans des stades. C'est l'amour du rap qui a fait toute cette histoire-là. Donc c'est pour ça que pour nous c'est trop important. Voilà. Bon, le chèque pour pouvoir mettre le premier morceau était très dur, mais bon. Mais... J'avoue, ça m'a fait mal. Merci beaucoup à tous. Ah, pardon, tu me posais une dernière question? Oui, sur la dernière. Alors, j'aime beaucoup ta casquette et je voulais savoir si tu avais envie de te lancer dans un projet de manga ou d'animé. Alors là, tu parles à un fou. Là, tu parles à un fou et je les saoule. Je les saoule avec One Piece, je les saoule avec tout. Là, en ce moment, je suis en train de leur parler de Demon Slayer pour leur expliquer le niveau de Demon Slayer. Demon Slayer, c'est... oui, ça fait partie. Mais justement, je les ai tellement saoulés comme à tout, et chaque fois, ils me ramènent des projets. Ils me disent, regarde, là, on peut mettre des mangas. Là, on peut faire ci. Oui, parce que... Ça fait partie de la réflexion, ouais, parce que... j'adore ça. Pour continuer à se nourrir artistiquement, c'est vrai que l'univers manga, bah, c'est quelque chose de très intéressant. Puis c'est une passion de Saïd, et moi je lui ai dit, bah, si c'est une passion, autant en faire des choses intelligentes. Après, le comment dont on va faire, on ne sait pas encore, mais c'est dans les réflexions. Merci à tous. Les applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Pas prévu. Ah voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc,